Bonjour tout le monde, bienvenue dans Rêves sans frontières. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Wendake Hélicoptère où on va recevoir notre invité. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à aller vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Puis si vous êtes abonné, vous pouvez vous partager notre contenu. C'est vraiment important pour nous, pour qu'on puisse se développer, pour que les gens puissent nous voir, puis qu'on puisse continuer aussi à vous raconter des belles histoires. Donc aujourd'hui, on reçoit Jérémy Jamin, qui est pilote d'hélicoptère. Puis c'est avec toi aujourd'hui qu'on va voir ce fabuleux métier. Salut Félix, oui. Ça va On bien? va voir un peu. Ouais. Ça va très bien, merci. Oui, donc c'est ça, comme je disais, tu es pilote d'hélicoptère. Absolument. Puis on va aujourd'hui un peu essayer de démystifier tout ça, de voir le côté glamour, le côté peut-être un peu moins glamour. Oui, ok. On va faire aussi un petit tour de ta vie. T'as pas mal bougé. T'as fait l'Australie, tu vis au Québec maintenant depuis 10 ans. Ouais. Puis on va parler aussi de ton autre passion, le rugby et l'arbitrage du rugby. Effectivement. Donc on va commencer déjà. Qu'est-ce que ça fait d'être pilote? Comment tu le sens toi? Qu'est-ce que ça fait d'être pilote? Mon Dieu, c'est un grand terme. Je te dirais, c'est quand même quelque chose d'agréable. Dans mon ancien métier, il n'y avait pas forcément un sens de l'accomplissement aussi grand. Ouais. Pas que je fasse des choses incroyables, mais c'est juste que une sensation d'être utile, c'est quelque chose qui arrive régulièrement quand on fait de l'hélico. Puis ça, c'est quand même assez agréable. Est-ce que s'il y a un peu l'adrénaline qui te fait... il y a toujours un peu effectivement d'adrénaline, puis il y a les beaux paysages, puis il y a être dans les airs, puis partir à l'aventure. Il y a beaucoup ce côté-là dans ce métier. T'as vu, parce que toi, tu vois un peu la vue que personne n'a. Tu sais, nous, on est des terriens, on voit à notre hauteur. Il y en a plus haut, il y en a plus bas. Puis, justement, c'est quoi la plus belle vue que tu as eue? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a tellement. En plus, on a de la chance, c'est au Québec, il y a vraiment beaucoup de paysages fabuleux. Puis, il y a des moments de la journée qui sont incroyables. Dès qu'on a des lumières rasantes, par exemple, tôt le matin ou tard le soir. Puis, en fonction des saisons, ici, tu sais, quand il y a les couleurs au moment de l'automne, il y a vraiment des très belles choses à voir. Quand tu approches de Montréal, quand tu approches de Québec, quand tu en Gaspésie, il y a vraiment des très belles choses ici. Justement, c'est quoi le plus impressionnant quand tu arrives vers Montréal ou quand tu survoles la mer au large de la Gaspésie? Je te dirais quand même plutôt la Gaspésie. Ouais. Montréal est une ville qui en fait est très plate, hein, c'est assis au milieu d'une très grande plaine finalement, même si c'est une île. Hein. Mais les paysages de Gaspésie par exemple ou de Mauricie, hein, donc entre ici et Québec, où commence à y avoir plus de montagnes, c'est très très beau aussi. Bon, on va voir. Toi, tu es né en région parisienne, donc en France. Absolument. Pas loin de la base d'ailleurs de Villacoublay. Oui. Est-ce que ça a été une sorte de vocation pour toi à force de les voir ou? C'est sûr que la base militaire à côté, j'y étais allé une fois pour faire une visite, mais aussi dans toute ma scolarité, j'avais un prof qui aimait beaucoup l'aviation et qui nous a fait passer des petits diplômes qu'on peut faire quand on est jeune. Là. Ouais. On fait faire un petit tour d'avion là quand on a 14 ans et qu'on fait ça. Puis en plus, moi, c'est vrai que dans ma famille, j'avais aussi déjà un petit peu le lien avec l'aviation. Du côté de la famille de mon père. Donc, je dirais que j'ai toujours eu un petit aperçu quand même de tout ça, même si je m'étais pas lancé dedans. Dès que j'étais tout petit, on connaît souvent dans le monde de l'aviation des gens qui sont capables de dire moi, dès que je suis né, je savais que je voulais être pilote. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai toujours eu quand même le monde de l'aviation proche de moi. Mais ces gens-là, c'est pas souvent des gens qui ont des parents qui sont pilotes ou... Je te dirais qu'on voit un peu de tout, pas forcément. Ouais, Non, on voit un peu de tout. On voit des personnes qui effectivement descendent de ça, mais il y a plus de pilotes aujourd'hui qu'il y en avait de toute façon le siècle dernier évidemment. Oui. Donc c'est souvent aussi des premières carrières dans les familles, là, les gens qui rentrent dans le monde de l'aviation. Ah ouais, tu vois, moi je pensais que c'était plus des gens qui faisaient ça comme pas des dynasties, mais héréditaires, de père en fils ou de mère en fille, puis je pensais que on voit ça un peu plus dans l'aviation civile, là, ceux vraiment qui sont sur les gros avions, mais l'hélico, comme l'hélico est encore plus récent encore, c'est un petit peu moins le cas. Ouais. Justement, est-ce que l'avion ne t'a jamais tenté? L'hélico a des avantages comparés à l'avion et vice-versa, qui me plaisaient plus, dans le sens où l'aviation, c'est un petit peu le pionnier, c'est les premières choses qui volaient vraiment, après les montgolfières et les dirigeables, mais l'hélicoptère, pour moi, donne une liberté supplémentaire comparée à l'avion. L'avion, de manière générale, il faut aller à un aéroport, on va à un autre aéroport. C'est un petit peu différent ici au Québec parce qu'on a les hydravions qui, eux, peuvent aller de lac en lac, puis ça, c'est très chouette. Mais l'hélicoptère, ça donne une liberté encore plus grande. On va n'importe où, comme on veut, où on veut. Il suffit qu'il y ait un petit trou en bas du cockpit là, que tu peux voir qui fait 10 mètres sur 10 mètres, puis peut-être qu'on peut aller s'approcher et aller s'y mettre. Ouais. Tu sais où, justement, où tu t'es posé l'endroit où c'était le plus incroyable?
Oh, il y a plein d'endroits. Sur les tops des montagnes, par exemple, où je suis allé me mettre vraiment proche des falaises, où tu peux, par exemple, être posé sur le sommet de la falaise, mais la queue de l'hélicoptère, elle, est dans le vide. Puis ça, c'est toujours assez chouette à faire. Ou quand tu dois te poser au milieu des feux de forêt, par exemple, juste un petit trou que quelques personnes ont dû faire avant, puis c'est ça, les arbres noirs calcinés tout autour de toi, c'est aussi assez impressionnant. On va en reparler après des feux de forêt, parce qu'il y a eu des gros feux de forêt ici. C'était en 2023, si je me trompe pas. Ouais, exactement, l'année dernière. Toi, tu y as participé, donc on va y revenir après, parce que c'est sûr que ça, c'est intéressant, puis je veux qu'on y mette du temps dessus. Ok, ouais. Donc, région parisienne, donc comme tu disais, c'était pas ton premier métier, tu as commencé donc dans l'informatique. Exactement, j'étais informaticien auparavant, ouais. Puis justement, comment ça se fait que tu es passé de l'informatique à l'hélicoptère? J'avais choisi l'informatique un petit peu par défaut. J'ai toujours aimé la technologie, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait des choses agréables à ce métier, mais le quotidien du métier d'informaticien m'allait pas. J'étais plutôt dans le développement, moi. Je faisais des choses qui pouvaient être très intéressantes. Je faisais des élections par Internet en particulier, donc c'était très intéressant d'amener de la démocratie et de la participation sur des structures qu'on n'avait pas forcément énormément. Mais c'est ça, le train-train quotidien que ça m'apportait en région parisienne, malheureusement, m'allait pas vraiment. Il fallait que je change de métier rendu à quelques années de pratique. Puis est-ce que tu vois justement un lien entre tes deux carrières? Est-ce que l'une a aidé l'autre? Oui, bien sûr, oui, parce que l'informatique reste une carrière un petit peu scientifique dans l'âme, évidemment, et l'hélico ne tourne en gros qu'à ça. Puis l'informatique, on est tous un peu geek aujourd'hui, puis ça apporte aussi une certaine aventure dès qu'on est dans les jeux vidéo et ce genre d'affaires. Puis l'hélicoptère amène ça de manière réelle aussi, donc il y a des liens. Justement, tu disais que tu voulais sortir de du train-train parisien. Tu fais un grand changement, tu pars en Australie en 2010. Ouais. D'où ça te vient l'Australie? L'Australie avait l'avantage. J'avais déjà voyagé quand même un petit peu avant, en particulier dans des pays anglophones. J'avais la chance d'être un petit peu aux États-Unis, un peu en Angleterre, et j'avais besoin d'une nouvelle place où aller. Particulièrement en anglais, ça m'intéressait un petit peu d'y aller. Puis les grands espaces de l'Australie faisaient quand même beaucoup rêver encore à cette époque-là. Je pense que ça le fait encore aujourd'hui, mais il y avait pas mal de choses à aller chercher en Australie, une culture qui est quand même vraiment différente, des paysages qui ont rien à voir avec ce qu'on peut voir en Europe ou en Amérique du Nord. Le côté nature, animaux m'attirait beaucoup. Ouais. C'est sûr que c'est un grand écart entre région parisienne et les grands bouches australiens. Les kangourous en région parisienne. Là, c'est plus dans des cages. Non, exactement. Ou en fin de soirée, mais on n'ira pas là. S'il y a un petit peu trop de vin, ouais, effectivement. Puis justement, donc t'arrives, c'est à Sydney. Puis comment tu le sens? C'est quoi tes premières impressions à Sydney? Sydney, c'est vraiment une grande ville, dans le sens où ça m'a un peu fait penser à New York, quoi, de grandes villes de ce type-là, avec quand même pas mal d'émulation en termes de petites cultures, un petit peu ce qu'on retrouve au Québec, par exemple. Les gens sont quand même assez chaleureux à pas mal d'endroits, et tu sens qu'il y a des vies de quartier un petit peu différentes des unes des autres. Évidemment, il y a la plage, donc il y a un rythme de vie qui est très différent. Tu finis le travail, tu vas prendre un verre le long de la plage, puis tu peux aller te baigner, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît évidemment pas en Europe, ou pas un petit peu plus dans le sud de la France, par exemple, mais pas du tout en région parisienne. Donc comment je vois ça? Je vois ça comme quelque chose qui a strictement rien à voir avec ce que je vivais avant. Puis c'était pas mal ça que j'étais venu chercher finalement. Puis là, tu arrives, tu commences les petits boulots, les fermes, comme un peu tout le monde. Oui, parce que évidemment, je pars là-bas avec le fameux visa PVT, exactement, PVT, le programme vacances-travail, exactement, qui permet donc aux jeunes de pouvoir aller dans les pays un peu analogues en termes de richesse pour explorer les pays. Là. Donc pendant un an, on a le droit de faire ce qu'on veut, concrètement, travailler, etc. Mais pour aller chercher un deuxième visa, l'Australie exige d'aller travailler dans des endroits où ils ont des problèmes de main-d'œuvre, entre autres beaucoup ce qu'est le secteur agricole. Donc moi, je me retrouve pas mal sur la côte australienne à aller faire du woofing. Donc aller chez les gens qui ont besoin d'un petit peu d'aide. Donc je me retrouve à des endroits pas possibles, au milieu de la jungle, avec à devoir planter des ananas, à m'occuper des poules, mais dans la rivière qui passe en dessous de la maison, il y a des ornithorynques, puis il y a même des casoars dans la jungle à côté, là, ces espèces d'autruches colorées, là. Donc vraiment chouette. Et puis je me retrouve aussi dans cette espèce d'énorme ferme, la plus grosse ferme à moutons qui s'occupe des Uggs, là, tu sais, les chaussures en peau de mouton retournées, là. Et une grosse ferme avec 30 000 moutons, 6 000 vaches. Donc 30 000 moutons. Donc je me retrouve à devoir
trier les vaches, même devoir castrer les petits veaux là. Oh, ça, Ouais. ça doit te changer de Paris. Là, pour Donc le coup. effectivement, comparé à l'informatique, c'est une grande différence. C'était très intéressant en tout cas. C'est sûr que c'est très enrichissant, puis ça te fait gagner en autonomie, ça te fait gagner Absolument. en adaptation. Absolument, il faut savoir un petit peu tout faire et prendre beaucoup d'initiatives, des choses qu'on apprend moins à faire, je trouve, dans nos sociétés occidentales là, régulièrement. Donc ouais, c'est très intéressant à les faire. Ouais. Puis c'est quoi ton meilleur souvenir dans les fermes? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de souvenirs assez intéressants. Il y a des choses qui marquent un peu. Hein. Par exemple, ils ont un rapport à la nature dans les fermes qui est un petit peu différent, évidemment, que des gens qui sont autour des centres d'agglomération qui vont vraiment profiter de la nature. Parce que par exemple en Australie, j'allais régulièrement faire du canyoning ou du camping sauvage. Mais là, dans les fermes, c'est plutôt des gens qui doivent contrôler un peu la nature qui est autour d'eux. Donc ils s'occupent de 30 000 moutons, mais ils ont des problèmes de cochons sauvages, par exemple, qui sont partout. Ouais. Donc moi, la première image que j'ai en arrivant sur ce genre de ferme, c'est un hélicoptère qui était passé par là, puis qui avait tué des milliers de cochons sauvages depuis l'hélicoptère dans la même journée. Parce que sinon, ça ravage les cultures, ouais. Ça ravage les comment on appelle ça, les fences, les routes? Non, ce qui délimite un secteur, là. Les clôtures. Les clôtures, merci. Excuse-moi, t'es trop bilingue, c'est ça ton problème. Voilà, c'est rendu là. Mais justement, là, tu parles d'hélicoptère, c'est en Australie que tu décides de passer ta licence de pilote. Comment ça t'est venu? Je savais déjà que je voulais changer de métier. Okay. Et l'aviation, j'avais fait une petite découverte de l'hélicoptère en région parisienne, justement, du côté de Versailles. Là, on avait volé à côté du château, là, c'était très beau. Et je savais que dans tous les métiers que j'avais envie de toucher, l'hélicoptère, il y avait une petite chose de particulier. Et l'Australie était une très belle place pour le faire, pour plein de raisons. Financièrement, c'était très intéressant de le faire là-bas. Ils offrent aussi des formations qui sont comment dire, qui qualifient vraiment bien. Et j'avais trouvé un petit aéroport du côté de Sydney qui proposait ce genre de formation. Donc, c'était l'occasion. Justement, tu dis que financièrement, c'était plus intéressant, c'est-à-dire que ça coûte moins cher d'aller se former en Australie que de le faire en France, par exemple? Oui, largement. Ouais. Déjà parce que les licences européennes demandent beaucoup d'heures de vol, encore plus que la formation australienne, environ 50 heures de plus. Puis évidemment, ce qui coûte très cher dans ce genre de formation, c'est les heures de vol. C'est combien à peu près une heure de vol? Les plus petits hélicoptères, on va dire que ça tourne aujourd'hui, ça doit tourner autour de 550-600 euros de l'heure. Ouh, ouais. Ok, c'est... Mais moi, à l'époque, c'était $500 australiens. Puis en plus, à l'époque, l'euro, c'était 2 euros c'était 1 euro pour $2. Donc, ça divisait encore le prix par deux. Ouais. Donc, vraiment, le coût de la formation était beaucoup plus intéressant que là-bas. Ouais. Puis justement, est-ce que tu penses que le fait d'être loin de chez toi, d'avoir vécu un peu, tu sais, sur les fermes, d'avoir du ça t'a donné un peu le courage, on peut dire, de changer de métier puis de faire le changement là-bas? Ah, absolument, absolument. Ouais. Quand tu changes ton quotidien et que t'as pas le choix de changer ton quotidien, tu t'adaptes à ce qui est en face de toi. Ce que tu aurais probablement pas fait si tu avais gardé un petit pied à terre en région parisienne, puis que tu étais juste parti 1 heure de là, ou juste pour quelques jours. Là, il n'y a pas le choix. Faut changer de langue, faut changer de manière de vivre. Donc, ça force de toute façon à essayer de nouvelles choses et à accepter ces nouvelles choses. Donc, on revient sur la formation. Ouais. Elle dure combien de temps? C'est quoi tes cours? Ouais, alors normalement une formation de pilote d'hélicoptère quand on s'en occupe à plein temps, c'est environ 7-8 mois, surtout au Canada, quand on fait ça à plein temps. Moi je faisais pas ça à plein temps, hein, je faisais un petit peu d'autres choses à côté. Et là on parle, moi j'ai mis à peu près 15 mois à le faire au total. Ok. Donc à faire un jour par ici, 2 jours par là, et puis évidemment beaucoup bachoter les cours théoriques, parce que ça il y en a quand même beaucoup. Ouais. Puis la première fois où c'est toi qui tiens le manche. Oui. C'est quoi la sensation? Ah, je peux te raconter la première expérience parce qu'elle est assez marrante. Le premier cours qu'on t'apprend quand on te fait démarrer un hélico, c'est le stationnaire. Donc c'est le fait que c'est ça l'intérêt d'un hélicoptère, c'est qu'on peut rester sur place sans bouger, hein, et puis pas tomber au sol. Sauf que ça prend beaucoup de coordination. Puis la formation de pilote d'hélico, c'est se battre contre tes intuitions. Mm-hmm. Par logique, parce que ce que tu as vu dans les films, tout ça, tu as l'impression que pour réussir à faire ça, il faut que tu fasses tel mouvement. Et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, ça prend énormément de concentration. Donc, je me souviens très bien de mon premier cours. Ça a juste duré 1 demi-heure. Le but, c'était d'essayer de faire tenir l'hélico à la même place. Autant dire que depuis l'extérieur, ça devait ressembler à ça, là, dans la danse de l'hélico. J'étais tellement cramé après ça que je suis rentré chez nous. Il devait être 14h l'après-midi.
Je suis allé me coucher, je me suis réveillé que le lendemain vers 10h. Ah ouais. Tellement ça m'avait brûlé. Heureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que l'apprentissage fonctionne, ça me prend plus d'énergie du tout. Ah non. Mais le premier cours, ça m'en avait vraiment. Parce que le but maintenant, c'est que ce soit des réflexes pour toi. Exactement. C'est des réflexes de mémoire. Là, ça me prend plus d'énergie. Ça doit être quand même impressionnant de te dire, c'est moi là, c'est moi qui décide, Ouais. c'est moi qui pilote, puis ça va être une belle sensation. Puis justement, les paysages australiens vus de haut, est-ce que c'était quand même impressionnant? Très impressionnant. La région de Sydney, en plus, est très impressionnante parce que y a des baies magnifiques avec des très belles plages et puis on voit même les baleines depuis l'hélico. En plus de passer tout autour de la ville et en plus juste derrière la zone de Sydney, il y a les Blue Mountains, on appelle ça. C'est une chaîne de montagnes recouverte d'eucalyptus qui est une teinture, une couleur un peu bleutée. Donc on est au-dessus de ça. Évidemment, il fait très chaud, donc la plupart du temps, on enlève les portes pour s'alléger puis pour se donner de l'air. Et ouais, les paysages australiens pour ça sont assez fantastiques. Parce qu'il n'y a pas de clim dans l'hélico. Peut y en avoir, mais de manière générale, quand tu es à quelques milliers de plis au-dessus du sol puis que tu avances vite, juste le flux d'air qui arrive, ça suffit largement. Donc tu finis ta formation, tu l'as réussi. Ouais. Sinon, on serait pas là. Effectivement. C'est rassurant, en tout cas, tu l'as réussi. C'est plutôt rassurant, j'ai le fait sans casser d'hélicoptère, tout va bien. Puis là, est-ce que tu commences à travailler? Est-ce que c'est facile de t'intégrer sur le marché du travail australien? Non, c'est assez compliqué, surtout que j'arrive à une période. J'ai jamais été très chanceuse dans mes arrivées dans le monde du travail là. Puis entre autres, en Australie, évidemment, ils sont assez sévères sur les visas. Puis moi, il fallait que j'aille chercher un autre visa. Quand on part d'Europe, on se dit les visas c'est pas trop une difficulté. On y va. Je pense que tu connais ça un petit peu, n'est-ce pas? Très bien placé pour savoir les problèmes de visa. Donc on se dit c'est pas très grave, on le trouvera après. Fallait peut-être plutôt s'en occuper avant. En vrai, ça se fait, il y a des histoires de sponsoring, mais moi j'arrive sur un marché du travail qui est très concurrentiel parce qu'à ce moment-là, on a une bulle de pilotes néo-zélandaises qui vient d'exploser et tous les néo-zélandais se retrouvent en Australie pour vouloir piloter. Sauf que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu comme l'Union européenne. Il n'y a pas besoin de visa pour travailler chez un, chez les autres. Là, ils s'accordent. Non, c'est deux pays très proches. Hein. Exactement. Et ce qui fait que je me retrouve dans des tas de CV où au-dessus de moi, j'ai des personnes qui n'ont pas besoin de sponsoriser, qui sont des fois un petit peu plus compétents d'ores et déjà. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué en termes de trouver du travail. Puis là, pour le coup, tu fais quoi en attendant? Parce qu'il faut que tu arrives à maintenir tes heures de vol, non, je pense? Oui, un petit peu. Alors, je peux en faire un petit peu de temps en temps, mais c'est surtout que je te disais que j'avais mis environ 15 mois à faire ma formation. Mais donc, j'ai fait un 6 premiers mois. Ensuite, je suis allé travailler dans les fermes. J'ai déclenché mon second visa. Là, j'ai terminé. Je les ai pas fait d'une traite. Hein. Ça a été plutôt en 2 ans que j'ai fini par finir la formation. Donc, je travaillais tout simplement là-bas, mais dans d'autres secteurs. Ok. Puis là, tu finis ton visa. Exactement. Tu restes pas en Australie? Malheureusement, non. Est-ce que c'était vraiment ton choix ou c'était plutôt... Quand même un petit peu. Ouais. L'Australie, je pense qu'on vit sous ça en tant qu'expatrié, quand il y a vraiment plus de lien avec son pays d'origine, des fois c'est un petit peu difficile, on a envie de rentrer. Sauf que l'Australie c'est très loin, donc à chaque fois qu'il faut rentrer, c'est 30 heures d'avion, évidemment le budget est très fort. Puis il y a le décalage horaire qui fait qu'on est dans les vapes pendant longtemps dès qu'on passe d'une place à l'autre. Donc tout ça c'est quand même pas évident. En vrai, j'en avais aussi un petit peu marre de parler anglais. Je parlais quand même déjà anglais avant d'aller en Australie, mais là, j'avais envie de retrouver aussi un petit peu ma langue maternelle. Et puis aussi, de toute façon, en termes de travail, il fallait que je trouve autre chose. Il fallait que j'aille une autre place. Ouais. Tu dis que tu parlais beaucoup anglais, ça veut dire que, parce qu'on sait souvent, là, je sais pas si c'est au Québec, mais en France, on les voit, là, moi j'ai des amis à moi qui sont partis en Australie, ils avaient bossé l'anglais avant de partir, ils commençaient à être pas mal. Puis ils ont fait 1 an en Australie, ils sont revenus, c'était moins bon en anglais. Parce que souvent, c'est partout pareil, tu restes dans ta communauté, ils retrouvaient des Français, ils parlaient français là-bas. Est-ce que toi, apparemment, ça te l'a pas fait du tout? Non, surtout que j'ai fait attention à pas rester dans ces milieux-là. J'ai évidemment eu quelques Français autour de moi, mais de manière générale, j'étais avec des Australiens à la journée longue. Donc, il n'y a pas le choix à ce moment-là de parler. Mais je peux te donner une petite anecdote là-dessus. Moi, la première fois que j'ai appris à parler anglais, c'était aux États-Unis, à une époque où le téléphone, c'était pas trop accessible, Internet, il y en avait pas trop. Et quand t'as pas le choix de parler la langue sur laquelle que t'entends parler toute la journée, tu apprends très vite et tu t'améliores très vite. Le danger, c'est effectivement de rester avec des personnes ou de rester en contact avec sa langue maternelle trop souvent pendant la journée ou pendant la semaine. Et là, effectivement, le progrès se fait beaucoup plus lentement. Ça, je trouve aussi que dans ces cas-là, tu t'ennuies plus de la maison aussi. Ouais. Tu sais, quand t'es tout le temps avec des gens de... Ah oui, t'as toujours un petit rappel, ouais. C'est ça, t'as toujours le petit rappel. Puis pour tous ceux qui voudraient aller en Australie, serait quoi, toi, tes conseils pour bien t'intégrer là-bas?
C'est une bonne question. Déjà, on sait qu'il faut pas rester avec les gens de sa communauté. Alors forcément. déjà, effectivement, faut pas hésiter à aller vers les gens, puis être curieux sur eux. Je dirais que c'est surtout ça. Il y a un petit travers que les Français ont en voyage, je trouve, qui est, c'est vrai que la France propose une très belle culture. Il y a très belles choses en France. Mais les Français ont tendance des fois à un petit peu mettre ça de l'avant au lieu de voir ce qu'ils ont en face d'eux. Donc typiquement, quand on est en Australie, il faut accepter aussi la manière de vivre un petit peu différente. Qui des fois, c'est sûr que le bon vin, ça manque un peu, le bon fromage, ça manque un peu. Mais il y a d'autres choses qui sont très agréables qu'il faut faire l'effort d'aller chercher. Si tu fais cet effort-là, déjà, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. Ouais, puis en Australie, il y a quand même du vin qui est buvable. Il y a pas du, Il y a du vin, il est pas très, enfin, il est assez cher, mais oui, il y en a quand même quelques-uns. L'Australien quand même est reconnu pour avoir des vins de qualité. Ah, et puis du très mauvais aussi, hein. Oui, je sais pas si t'avais déjà bu du Boone, là, mais non. Non, il y en a un ici au Québec, qui vendent à la sac, là, avec le kangourou dessus. Exactement. J'ai essayé de faire juste le cuisiner. Ouais. C'était pas bon. Parce qu'en fait, souvent, c'est même pas du vrai vin, c'est des trucs mélangés, coupés avec du blanc d'œuf et ce genre d'affaires juste pour faire descendre le prix. Ah ouais. Ouais, il y a meilleur pour ton palais, là. Donc là, tu pars de l'Australie. Ouais. Tu reviens en France? Oui, un petit peu. Ouais. Je sais que certainement, je vais pas y rester. Okay. Que ça va être une transition. J'en profite pour faire un petit peu un autre métier que j'avais déjà sous le bras, que j'aimais bien faire, qui est dans l'animation. Je suis parti de la France avec mon BAFA où j'avais déjà fait des colonies et des camps de jour, ici on appellerait plutôt. Et donc je sais que je vais profiter un petit peu de ma famille, puis commencer à travailler le projet suivant, c'est-à-dire où est-ce que je vais partir, puis là pas faire les mêmes erreurs, entre autres m'occuper de mon visa avant même d'aller à la prochaine place où je vais aller. Ouais. Puis pourquoi tu voulais pas rester en France? Qu'est-ce qui se passait pour que t'aies pas envie de rester? La chose principale c'est le travail. L'hélicoptère, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de places dans le monde où on peut pratiquer vraiment l'hélicoptère. L'hélicoptère est utile dans des places qui ont beaucoup d'espace et où il y a peu d'infrastructures. Parce que sinon, l'hélicoptère est cher. Donc, si tu peux te débrouiller autrement que l'hélicoptère, ça vaudra certainement plus le coup de le faire sans hélicoptère. Donc, ça prend des grands espaces. Donc, le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Australie, tout ça, c'est des places où il y a besoin de beaucoup d'hélicoptères. Aussi les zones montagneuses, on a beaucoup besoin d'hélicoptères. Donc en France, le marché est petit en fait pour l'hélicoptère. De manière générale, en Europe, je parle surtout dans le civil. Dans le militaire, c'est un petit peu différent, mais dans le civil, il y a des hélicos un petit peu dans les montagnes, mais c'est des chasses très gardées. C'est très compliqué de rentrer dans ce monde-là. Là, si on n'a pas déjà des connaissances, c'est plutôt des locaux. Les salaires aussi sont pas extraordinaires. Puis la licence européenne aussi est, comment dire ça, est artificiellement compliqué. Comme justement, il y a peu de place, finalement, c'est fait exprès de rendre les choses un petit peu difficiles. Ouais. C'est pas inaccessible, hein. Une fois qu'on est, si on est passionné, on y arrive. Ouais, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais disons que toute la complexité européenne fait que il y avait pas vraiment besoin non plus et l'envie d'y aller. Peut-être plus tard, peut-être dans le futur, mais dans un premier temps, aller travailler en France, ça offrait pas énormément de perspectives. Puis justement, tu parlais du côté civil puis du côté militaire. Est-ce que ça t'a tenté un jour de rentrer dans l'armée, que ce soit la gendarmerie ou les différentes armées qu'il y avait? Alors j'avais tenté le test de l'armée de l'air à l'époque, en sachant assez rapidement que c'est pas l'avion qui m'intéressait, mais ils ont pas beaucoup d'hélicoptères dans l'armée de l'air française. L'armée de l'air en fait a des hélicoptères plutôt de transport. La plupart des hélicoptères sont dans l'armée de terre. L'armée de terre m'intéressait moi, donc j'avais passé les tests à la base aérienne de Tours d'ailleurs. Tests que j'avais moyennement réussi. Il y avait des choses que j'avais très bien réussi, d'autres pas. L'armée étant ce qu'elle est, très inflexible, il n'y avait pas d'ouverture pour faire autre chose. Ils m'auraient bien mis dans le cockpit des Rafales là pour balancer la bombe, mais pas aux manches. Donc ça m'intéressait moins. Tu voulais être acteur. Ouais. Puis donc là, tu décides d'aller au Québec. Ouais. Pourquoi le Québec, tout simplement? Donc comme je te disais, ça prend des grands espaces. Des grands espaces. Le Québec offrait énormément d'avantages sur un petit peu ce qu'on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a des grands espaces, l'hélicoptère, il y en a besoin sur des missions très variées, très différentes. Il y a beaucoup de choses à faire au Québec. On parle français au Québec, ce qui est quand même un gros plus. Ça, c'est quand même très chouette de pouvoir parler dans sa langue maternelle, Et puis c'est aussi plus proche de l'Europe, à des prix beaucoup plus intéressants. Hein. En 6h30, même depuis l'aéroport de Québec, on a fait l'aller-retour. Au porte-à-porte, on est rendu. C'est assez rapide, surtout comme toi qui viens de la banlieue, de la région parisienne. C'est sûr que Paris, Montréal, c'est 6-7 heures suivant dans quel sens tu vas. Exactement. Tu sais, c'est quand même assez rapide à faire. T'arrives en 2014. Ouais. C'est quoi tes objectifs quand t'arrives au Québec? Je sais que je vais faire dans l'hélico.
Je veux faire de l'hélico. Là, le but, ça va être de trouver un travail. Évidemment, je peux pas travailler directement parce que la licence n'est pas reconnue immédiatement au Québec. Il va falloir que je passe une petite conversion. Hein, c'est pour ça le Québec et le Canada est très protecteur de ses propres diplômes. Donc, il faut faire attention un petit peu de pas arriver avec n'importe quoi. Donc, je vais passer une petite conversion ici. Donc, j'arrive d'abord à Montréal, mais très rapidement, je vais aller à Québec justement pour faire cette conversion-là. Puis justement, comment ça se passe la conversion? C'est des heures de vol, c'est un stage, c'est Alors, c'est quelques heures de vol. Il y a pas, il faut savoir que la licence canadienne est quand même un petit peu plus facile parce que la licence australienne, c'était 9 examens théoriques et une pratique très longue. Au Canada, on demande un examen pratique, un examen théorique, qui sont quand même relativement plus simples, qui restent exigeants, hein, mais qui sont de manière générale plus simples. Et c'est ça qui me demande globalement de repasser, parce que toutes mes heures que j'ai fait avant comptent. Et puis il y a aussi une différence, c'est que en Australie, il n'y a pas les mêmes enjeux qu'au Canada. Entre autres, au Canada, évidemment, le mauvais temps est un bien plus gros enjeu. Ouais. Donc on te demande de faire des heures justement pour savoir gérer le mauvais temps, ce qu'on ne demandait pas forcément en Australie. Par contre, en Australie, on demandait des choses un petit peu rigolotes, du style, un des métiers qu'on peut faire en Australie, c'est déplacer des troupeaux de moutons et de vaches à coups d'hélicoptère. Donc savoir faire des manœuvres proches du sol, c'est quelque chose qu'on me demandait dans ma formation australienne. Ouais, exactement, ouais. C'est comme un chien de berger, mais absolument, parce que c'est plus pratique et plus efficace à faire en hélico. Ouais. On appelle ça le mustering là-bas. Ouais. Ah ouais. T'imagines un mouton là, quand t'as un mouton, t'as un hélico qui arrive. Déjà qu'un mouton, c'est pas effrayé par grand-chose, effectivement, c'est assez impressionné par l'hélico. J'imagine ça. Puis là, je te parle de manœuvres où le rotor principal, on passe très proche du sol, là, des fois. Donc, ça passe proche des moutons, là. Donc, oui, ils vont à l'endroit qu'on leur demande d'aller, là. Il y a pas de souci. Puis faut pas que t'en attrapes un aussi, hein, parce que là. Non, c'est un peu embêtant, ouais. On n'a pas envie de faire de la laine tout de suite. Non, directement en kebab, je l'imagine. Directement en brochette, ouais. Donc, mais justement, tu disais qu'il fallait que tu t'entraînes ici pour le mauvais temps. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu un gros mauvais temps pour toi? Oui, dans la vie de pilote, tout le monde va rencontrer un petit peu parce que déjà l'hélicoptère est beaucoup plus tolérant au mauvais temps que l'avion. Okay. Donc ça, c'est des choses intéressantes à faire. Ouais, toutes les compagnies aussi entraînent leur pilotage. Ah ouais, vraiment. Ouais. Moi, je peux voler officiellement dans une mauvaise visibilité jusqu'à 1,5 mille, c'est-à-dire à environ, on va dire de bêtises, environ 750 mètres de visibilité. Je peux aller voler. 750 mètres de visibilité, c'est pas beau. Hein. C'est les jours de grosses pluies là où vous voyez pas. Je sais pas où tu vis ici, les avenues sont longues là, mais si tu vois pas le bout de ton avenue, moi il y a des fois je peux quand même aller voler dans ce genre de temps. Ah ouais. Parce que tu vas vite avec un hélicoptère, c'est quoi là? On va vite, mais l'intérêt d'un hélico, c'est qu'on peut ralentir aussi. Ouais. Un avion, faut pas trop ralentir parce que après ça se passe pas très bien. Mais un hélico, on peut ralentir un peu plus quand même. Okay. Mais effectivement, ça va vite. Hein. Les hélicoptères, vous voyez derrière moi, hein, quand on est en vol à peu près rectiligne, on est environ à 200 km/h. Ouais. Ça fait rapidement Montréal-Québec pour le coup. donc effectivement, et puis on va tout droit, il y a pas d'embouteillage, il y a pas de construction. Puis justement, c'est quoi ton pire souvenir dans un mauvais temps? Il y a une fois où je me suis fait peur parce que j'étais sur une route pour rentrer chez nous. C'est souvent un petit peu les pièges qui peuvent arriver comme ça où on est en fin de contrat, en fin de journée, puis on se dit ah ouais, là le mauvais temps, j'ai déjà fait des choses qui sont pires, je vais quand même me tenter. Il reste plus grand chose. Là j'ai poussé un petit peu fort, la visibilité était pas très bonne, j'étais un petit peu dans les conditions dont je viens de parler et je savais que j'étais dans des conditions où je pourrais pas me faire mal, mais ça n'empêche que j'ai vu une ligne électrique arriver. Les lignes électriques, c'est vraiment le plus gros danger en hélicoptère. Je trouvais que j'étais passé trop proche là. Je me suis fait peur, puis je sais qu'à partir de là, j'ai relevé un petit peu mes standards en disant ouais non, à partir d'ici, c'est sûr, je ferai demi-tour dans ces cas-là. Ouais. C'est vrai que ça doit être impressionnant. Puis les lignes électriques, ça se voit comment? Est-ce qu'il y a ces petites lumières qui flashent? C'est juste que toi, faut que tu le vois. Quand ça flash, on est content parce que non, la plupart du temps, on voit pas. Puis en plus, il y a des phénomènes qui font qu'une ligne même, ça devient complètement invisible. Donc justement, ce qu'on essaie de repérer souvent, c'est les poteaux, parce que ça se voit bien. Mais tu peux être dans des conditions où entre les poteaux, tu sais qu'il y a une ligne, tu ne la vois pas avant d'être devant. Donc ouais, il y a vraiment, il y a des techniques pour essayer de pas aller se mettre dedans. Mais les câbles, c'est vraiment le plus gros danger. C'est ça l'intérêt d'un hélico. C'est voler bas aussi quand on a besoin, mais voler bas, ça expose à d'autres risques. C'est fou quand même de te dire que ton plus gros danger, c'est les lignes. Puis en plus, au Québec, on sait qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'hydroélectricité. Absolument. Donc, il est plus dans le nord du Québec, donc faut qu'il le ramène vers les villes qui sont plus sur la côte. Ouais. Donc, c'est sûr que, puis en plus, toi, tu vas beaucoup aller dans le nord, on va en parler maintenant. Ouais. Donc, t'es arrivé ici, puis justement, tu fais avec le plan nord, c'est ça beaucoup? Ah oui, alors,
En fait, c'est parce que, comme je disais, des fois, je suis pas très chanceux quand j'arrive dans le milieu du travail. C'était le cas en Australie, puis c'était le cas un petit peu ici. Quand je suis arrivé ici, il y a un gros plan industriel qui se faisait pas mal dans le nord du Québec et du Canada qui s'est arrêté. Et donc là, ça a enlevé beaucoup de travail pour les pilotes. Donc moi, ça a été compliqué à cause de ça de rentrer dans le milieu du travail ici. Maintenant, c'est plus vraiment la même chose, mais à l'époque, c'était compliqué à cause de ça. Et tout donc ces métiers-là qui travaillaient loin dans le nord, dans les mines et puis dans tous les secteurs, il y avait encore du travail électrique, mais là on parle vraiment plutôt du secteur minier qui s'est effondré. Ça a rapatrié les pilotes un peu plus vers le sud et puis surtout ça a pris un petit peu les jobs. Donc c'est ça le plan Nord, c'était plutôt ça. Ok, d'accord. Donc c'était plus pas à ton avantage. Exactement, en fait. exactement. Ok, j'avais compris l'inverse. Ouais. Mais donc pour le coup, tu vas commencer par faire quoi en arrivant au Québec pour pouvoir piloter? Oui, alors après avoir passé ma conversion, évidemment, je cherche un petit peu partout. Quand on commence en tant que pilote, on est ce qu'on appelle un low time, c'est-à-dire un pilote qui a pas beaucoup d'heures de vol. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, évidemment, de contracteurs, parce que, comment dire, les compagnies qui ont besoin d'hélicoptères possèdent pas leur propre hélicoptère. Par exemple, ici, la plus grosse compagnie, la compagnie d'électricité, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec possède pas ses propres hélicos, ça a pas beaucoup de sens pour eux, ils sont pas spécialisés là-dedans. Donc ils vont louer. C'est ça, ils vont demander à des compagnies qui, eux, sont spécialisées en hélicoptère, un hélicoptère avec son pilote. Et évidemment, ce qu'ils vont demander, c'est que le pilote ait une certaine qualification. Oui. Donc, typiquement, quand on sort avec juste sa licence d'hélicoptère, on n'a pas encore ce nombre d'heures suffisant pour aller sur ce genre de contrat. Donc, il faut d'abord trouver des contrats qui ne demandent pas beaucoup d'heures de vol pour voler. Donc, on commence un petit peu là-dessus. On commence d'abord dans les hangars, on fait des vols de ferry, on appelle ça souvent. Donc, quand l'hélicoptère a besoin de maintenance, c'est nous qui nous en chargeons, mais on fait pas directement le travail. Il y a pas mal de secteurs qui permettent de travailler les hot-time, par exemple les vols touristiques. C'est un secteur assez ouvert pour les pilotes qui n'ont pas beaucoup d'heures d'expérience. Donc moi, c'est pas mal là-dessus que je me suis orienté dans un premier temps à faire du touristique. Oui, tu vas donc à Charlevoix. Absolument. Donc à côté de Baie-Saint-Paul. Ouais. Puis là, tu vas à Élie-Charlevoix, ça? Exactement. Puis tu fais donc les petits vols touristiques qu'on peut faire quand on arrive à Charlevoix, c'est facile. Mais à Baie-Saint-Paul, c'est sur la gauche sur la route. Ah, on peut pas rater l'hélico, effectivement, oui. Élie-Charlevoix, c'est toujours impressionnant. Mais je me souviens, la première fois que j'étais arrivé à Baie-Saint-Paul, l'hélico avait démarré à côté. J'étais, waouh. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu fais ça pendant quelques années? Exactement. Donc, j'ai la chance de voler dans le coin de Charlevoix qui est absolument magnifique. Il y a vraiment des beaux coins au Québec, mais je conseillerais à tous ceux qui sont pas allés à Charlevoix d'y aller. On mange très bien en plus là-bas, c'est très chouette. C'est très bons endroits pour manger. Ouais. Puis touristiquement, c'est fabuleux. On est dans une zone un petit peu étrange, Charlevoix. En fait, c'est un cratère de météorite, un cratère géant. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de paysages différents au même endroit parce qu'il y a des plaines, il y a des vallées, il y a un plateau, mais on est aussi quand même autour des montagnes. Donc il y a une espèce de grande ligne de montagnes aux alentours qui sont magnifiques. On a aussi une île qui s'appelle l'île aux Coudres, qui est une île qui a beaucoup d'histoire aussi. Et donc on est à côté du Saint-Laurent, donc en très peu de place, on passe énormément de paysages différents. Et donc en ça, Charlevoix est vraiment un très gros atout en termes touristiques pour l'hélicoptère. Je me suis vraiment régalé à voler dans ce coin-là. Puis justement, est-ce qu'à un moment donné, tu fais plus attention au paysage ou tous les jours quand même t'arrives à te régaler? Ah, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on finit par se lasser? Ouais. Et toujours pas. C'est vrai? Non, puis quand je parle aussi à des vieux pilotes, j'entends pas souvent les gens qui sont vraiment lassés des paysages. C'est souvent ça d'ailleurs qui fait arrêter. Les fois où les pilotes arrêtent, c'est souvent ça y est, ils sont lassés, mais je pense pas que ça arrivera tout de suite. Il y a trop de choses à regarder. D'ailleurs, il y a tellement trop de choses à regarder que des fois, tu as envie de regarder à gauche, mais c'est beau à droite, puis c'est beau au milieu, puis c'est ça. Puis justement, ça te fait pas perdre ton focus parce que tu disais qu'il fallait être vraiment focus pour piloter. Faut être focus, mais t'as quand même le temps de profiter des paysages. Il y a des moments, des phases de vol où t'as moins le temps, mais quand même, surtout le vol touristique est fait pour ça, où c'est pas des vols qui sont d'une très grande complexité. Ouais, on peut quand même profiter des paysages. Puis le vol touristique, donc comme ça se dit, tu prends des touristes, tu leur amènes faire le tour qui fait 10-15 minutes. Puis il y en a pour tous les goûts. On pouvait faire des vols même de 6 minutes. C'était notre vol vraiment d'introduction. 6 minutes, c'était? Oui. Okay. On avait des vols qui duraient 1h30, 2 heures, parce que depuis Charlevoix, on peut se rendre jusque dans le Saguenay, qui est un fjord magnifique, puis on peut descendre par tout le Saint-Laurent. C'est spectaculaire 6 minutes, aussi. Tu fais quoi? Tu décolles, tu fais le tour, puis tu reviens. On a le temps de faire un petit tour dans la vallée, comme je te disais, avec un hélicoptère, on est à 200 km/h, donc il y a le temps déjà de faire un beau petit tour. Puis pour des personnes qui n'ont jamais fait, en vrai, c'est ça qui est très agréable aussi avec ce métier quand je fais du touristique. Tout le monde est content dans un hélico. Même pour les tours de 6 minutes, je veux dire, j'ai jamais vu personne descendre de l'hélico en disant ah non, j'aurais pas dû en faire. Ah ouais. Le vol de 6 minutes, de temps en temps, j'avais des personnes qui faisaient ah j'en aurais fait un peu plus. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai jamais personne qui était déçu même de faire ne serait-ce que 6 minutes. Est-ce que t'as déjà quelqu'un qui a paniqué dans l'hélicoptère? C'est rare. C'est rare. Ça arrive des gens qui ont peur. Mais c'est souvent avant de monter dans l'hélico. Moi, j'ai jamais eu personne qui est descendu de l'hélico en ayant encore peur de l'hélicoptère. On a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu effrayant, mais en réalité, c'est encore plus stable qu'un avion.
sais, je te Ok. parlais de regarder un petit peu l'extérieur, hein, mais un hélicoptère, de toute façon, ça se vole en regardant à l'extérieur. Tu es obligé d'avoir une belle vue vers l'extérieur. Et c'est stable. C'est très stable, un hélicoptère, Ouais. étrangement. Donc, il n'y a pas ces accélérations qu'on subit avec un avion. En tous les cas, si je veux des accélérations de même, c'est parce que c'est moi qui les provoque. Il n'y en a pas besoin forcément. T'as moins de surprises. Donc, il n'y a pas forcément de surprise, exactement. Il n'y en a même pas du tout si tu décides qu'il n'y en a pas. Là. Ok. Donc c'est stable. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas le vertige. On se rend compte qu'on se sent en sécurité très rapidement dans un hélico. Ouais. Puis est-ce que tu as eu des moments insolites, je sais pas, une demande en mariage? Ah, ça j'en ai Est-ce eu que plein. sûr que les demandes en mariage, bah oui. c'est Surtout dans le tellement, coin de Charlevoix, il y a des coins magnifiques, bah oui. des demandes en mariage sur le top des montagnes. Là, j'en ai fait quelques-unes. Parce que ah, ben oui, j'ai vu une photo de toi d'ailleurs dans ton Facebook Ouais. où justement tu étais allé monter les personnes en haut du massif, puis Ouais. les gens avaient fait sa demande là-bas. Ouais, exactement. Puis la blague, c'est de dire que si jamais la fille dit non, on la ramène pas. Donc comme ça force les taux de réussite. Est-ce que t'en as déjà pas ramené une? Non, mais ouais, effectivement, sur le top des montagnes à exposer, souvent c'est des surprises. Puis on installe souvent un petit pique-nique, ce genre d'affaires. Puis là, il y a la demande en mariage qui se fait, c'est chouette. Un autre exemple de demande en mariage que j'avais eu, qui avait été très agréable, c'est que c'était une personne dans laquelle son grand-père avait travaillé sur la cathédrale qui est au Mont-Sainte-Anne. Ok, oui, la grande, oui. Ouais, la grande basilique. Et donc on était allé survoler la basilique. Et puis là, il s'était demandé en mariage pendant qu'on était au-dessus de la basilique. Là, ça aussi, ça avait été une belle demande en Ah, mariage. ça va être un beau souvenir, Ouais. ça. Ouais. Pour eux aussi. Pour Ah bah, toi, pour eux. tout à fait, ouais. Puis ça, c'est souvent l'été. L'hiver, il y a un peu moins. Il y en a de tout le vol. temps. L'hiver, c'est super chouette. L'hiver Il y a des aussi. choses à faire. On va aller voir les orignaux, là, l'hiver. C'est très chouette à faire. Mais c'est sûr que l'été est une saison plus achalandée. Puis toi, est-ce que tu travaillais sur les deux saisons ou t'étais plus... Je travaillais principalement sur la saison d'été. Et ce qu'on appelle l'été, c'était aussi printemps et automne, hein, finalement. Oui. D'ailleurs, l'automne, et on s'en parlait déjà un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment la période magnifique. Mais oui, l'hiver, un petit peu de temps en temps. Il y a moins d'activités, mais l'hiver, il y en a un petit peu. Ouais. Puis justement, ça te laisse beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Oui, pouvais exactement. permettre De toute façon, la saison est quand même intense. Ouais, Donc, avoir un petit peu de temps l'hiver, je dirais que c'est quand même quelque chose d'agréable. ça doit l'être. Il y avait quelque chose que tu m'as raconté quand on a préparé le podcast j'en suis toujours sans voix. C'est le fait que pendant la saison du Covid, donc quand tout était enfermé, on était tous coincés chez nous, vous étiez considérés comme travailleurs essentiels. Exactement. Donc, on pouvait pas, non mais, on n'est pas là pour faire vraiment de la politique, mais c'est quand même quelque chose qui m'a rendu fou un peu. On pouvait pas sortir, ben, c'était difficile d'aller au restaurant, c'était partout, mais par contre, on pouvait aller faire un tour d'hélicoptère. À la défense des décideurs de l'époque, c'est sûr que c'était difficile de faire dans le très précis. L'hélicoptère, il y a des métiers, il y a des jobs dans l'hélicoptère qui sont effectivement vraiment essentiels. Oui. Entre autres ceux qui travaillent sur les feux de forêt, etc. Mais donc c'était difficile de dire ah oui, il y a une partie de ces pilotes on accepte qui soient travailleurs essentiels et d'autres non. Donc on était dans le secteur tous considérés comme essentiels effectivement. Donc ce qui nous a permis de continuer à voler parce que en plus c'était une des seules activités que les gens pouvaient faire à ce moment-là. Ouais, et puis les gens avaient de l'argent à ce moment-là pour les faire. Ah bah oui parce que un des grands principes qu'on a ici, c'est que l'hiver, l'hiver est froid, comme tu sais. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est partir dans le sud, hein, c'est-à-dire prendre l'avion, aller dans les Caraïbes, au Mexique, en Floride. Mais c'est sûr que quand l'avion ferme et puis qu'on peut plus y aller, on se retrouve avec finalement pas mal de budget parce qu'on n'a plus les billets d'avion à payer. Donc, beaucoup de Québécois sont mis à redécouvrir un petit peu leur province, leur pays pendant ce moment-là, avec pas mal de budget. Donc, entre autres, faire de l'hélico, c'était à la portée de pas mal de plus de monde cette année-là. Ouais. Tu devais avoir moins de voyages de 6 minutes, mais plus des 20-30 minutes. Effectivement. T'étais moins pressé pour le coup. Donc tu fais pas mal dans le touristique. Ouais. Puis après, tu décides de changer un peu. Tu vas faire, donc tu changes où on est en ce moment, qui est, c'est aussi, le nom c'était Wendake, si je me trompe pas. Wendake Exactement, Wendake Hélicoptère, oui. Donc, oui, le beau logo ouais, aussi. c'est ça, un beau logo. Puis donc là, tu changes pour aller ici, puis ici, c'est plus, donc, comment on appelle ça, du travaux de bois. Tu fais un peu aussi de hydro, les mines, tout ce qui est un peu tous les gros travaux. C'est quoi ici ton quotidien? Effectivement, les hélicos que tu vois derrière nous, donc c'est plus des hélicos de travail. Il y a quand même une très belle vision. Hein, on peut faire un petit peu de touristique, c'est très beau aussi. On voit des très belles choses. Mais c'est surtout un modèle qui permet de tout faire. Il est très versatile. Donc tous les métiers que tu peux tous les types de jobs que tu peux envisager dans l'hélico, cet hélicoptère-là permet de le faire. Donc, il y a beaucoup de travail de bois. Au Québec, les principaux jobs que tu vas avoir, c'est beaucoup aller
dans les coins reculés pour un peu explorer ce qu'il y a à explorer, parce qu'entre autres, il y a des gens qui sont intéressés par les ressources forestières, il y en a qui sont intéressés par les ressources minières, par les ressources biologiques. Donc énormément de biologistes qu'on va amener dans les rivières pour qu'ils comptent les poissons ou pour avoir vraiment des choses aussi bêtes que ça. La compagnie d'à côté, ils faisaient un truc rigolo d'ailleurs, c'est qu'ils allaient casser les barrages de castors qui s'installaient, parce que de temps en temps les castors s'installent à des endroits qui sont pas très bien pour ce qui se passe en aval. Donc il faut éviter que le castor s'installe. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans dans le coin, barrage de castor. Ouais. Mais évidemment en termes de recherche de minerais, on va aller avec les géologues voir les différentes roches qu'il peut y avoir, puis voir s'il y a des choses intéressantes dans ces roches-là. Puis évidemment les autres gros travaux ici qu'on va voir, c'est beaucoup l'électricité, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais on a des très grosses infrastructures électriques partout au Québec qui prennent de la maintenance, et l'hélico est vraiment le moyen de prédilection pour ce genre de travaux. Et puis on a aussi des forêts gigantesques qui ont malheureusement cette tendance à brûler des fois. Et effectivement, il faut aussi aller s'occuper de ça et éviter que ça brûle trop. Et justement, on va en parler. Donc c'était en 2023 des grands feux de forêt qui ont ravagé tout le nord du Québec, l'évacuation des milliers de personnes, il y a des villes qui ont brûlé. Il y a c'est allé jusqu'au c'est vraiment aller proche des villes. Sept-Îles qui est une ville de, je pense, de 10 000 habitants, la dernière grande ville, on va dire. Oui, même un peu plus que ça, et j'étais justement à Sept-Îles au moment où tout a explosé, là. Puis justement, comment tu l'as vécu, quand on t'appelle pour te dire, là, c'est le moment d'aller combattre un feu, C'est très impressionnant, parce que les premiers feux que j'avais faits, c'était des petits feux qu'on pouvait circonscrire. C'est-à-dire que quand on part avec des pompiers dans un hélicoptère, on part avec du matériel, et puis on est capable d'attaquer directement les petits feux qu'il peut y avoir. C'est justement ça l'un gros intérêt, c'est qu'on ne le laisse pas se développer, et puis on peut l'attaquer tout de suite. L'hélicoptère est très très bien pour ça. Donc j'étais habitué à ces petits feux-là. Et puis le jour où tout a explosé à cette île, le premier feu qu'on voit, déjà, on est encore à l'aéroport, le feu est à environ 40 km, puis on le voit depuis là où on part. On voit les flammes déjà qui montent. Et là, je suis avec des pompiers de très grosse expérience dans l'hélico. Puis on arrive sur place. La première chose qu'ils disent, ça s'arrête là, on peut déjà plus rien faire. Parce que c'est des feux qui sont déjà tellement gros qu'on a beau envoyer les avions, t'as beau envoyer tout ce que tu veux, ça va pas l'éteindre tout de suite. Donc tout de suite, on passe dans une autre phase de contrôle du feu qui va être plutôt d'essayer de le délimiter, c'est-à-dire d'éviter d'en faire des contours pour éviter qu'il se propage plus loin. Mais là, ça prend évidemment beaucoup plus de logistique, ça prend beaucoup plus de pompiers et beaucoup plus d'hélicos et beaucoup plus d'avions. Puis justement, quand tu arrives face à c'est un mur, c'est vraiment un énorme mur. C'est quoi ta sensation? Est-ce qu'il y a un peu de peur? Est-ce qu'il y a de l'adrénaline, de l'excitation, je dirais pas de la peur, parce que en hélico, on sait qu'on est capable de se mettre à l'abri du danger très facilement. Mais c'est sûr qu'on est impressionné, on se sent petit. On parle vraiment de flammes, c'est difficile à expliquer quand on l'a pas vu, malgré les photos que je peux montrer à gauche ou à droite et ces flammes gigantesques. On sent tout petit. Ça peut progresser très rapidement un feu, et on se dit nous, on va pas être capable de faire grand chose là sur ce qui est en train de se passer en face de nous. Et c'est vraiment des dimensions qui sont folles. Je veux dire, le premier feu que j'ai vu cette île, c'était déjà, c'est plusieurs stades qui brûlent d'un coup là, en termes de surface. Et du ciel, ça paraît pas forcément très gros parce que tout paraît petit quand on est un petit peu du ciel, mais dès qu'on s'approche un petit peu, on voit tout de suite que c'est vraiment très grand. Puis on parle tout de suite de feux qui mettent des chalets à terre, où il reste plus rien, où tout est calciné. Puis justement, est-ce que vous devez éviter à tout prix les fumées? Alors non, au moins c'est un avantage des feux de forêt, c'est que c'est du bois qui brûle. Donc on sait que c'est pas bien de respirer à journée longue non plus, mais d'aller un petit peu proche des fumées, c'est pas très grave. C'est plus compliqué pour les pompiers de ville qui eux ont affaire à des feux où c'est des matériaux plastiques qui brûlent. Eux, il faut qu'ils fassent vraiment beaucoup plus attention, mais les pompiers de forêt ont moins un peu cette chance-là que même si c'est pas parfait, puis en plus là je pense que là-dessus ils sont en train de travailler sur ces sujets-là. Moi c'est moins problématique. De toute façon, on va pas dans la fumée là-dedans directement parce qu'on voit plus rien. Donc on va tourner exactement. Donc on va tourner plutôt autour de la fumée. Puis alors, c'est quoi ton quotidien à ce moment-là de pilote pour combattre les feux? C'est de se lever très tôt déjà. Et la Sopfeu, donc organisation qui gère les feux de forêt au Québec, a vraiment une belle logistique. Ils ont beaucoup de gens beaucoup de corps de métiers différents qui vont se permettre directement d'évaluer la puissance d'un feu, son risque, tout ce qu'il y a autour et comment l'attaquer et comment essayer de le combattre. Et à ce moment-là, nous on va arriver avec les hélicoptères en fonction de ce qu'ils ont besoin, plutôt attaquer certaines zones, déplacer ces pompiers à cette zone-là. Évidemment, les pompiers arrivent avec leur propre matériel, comme je te disais, donc ils balancent leurs pompes et des longs tuyaux, parce que l'intérêt du Québec aussi, c'est qu'il y a de l'eau partout, il y a des lacs partout, donc on n'apporte pas l'eau avec nous directement.
on va directement la puiser proche et puis comme ça on peut envoyer des très grandes quantités d'eau. Donc ce qu'on peut mettre sous les hélicos aussi, c'est ces sacs à eau là, on appelle ça des Bambi buckets, et ça c'est super chouette parce qu'ensuite on va aller arroser les coins qu'il y a besoin pour justement soit retarder des flammes qui pourraient arriver, soit directement éteindre certaines choses. Puis pendant cet été-là, est-ce qu'il y a une mission qui t'a le plus marqué que les autres? Il y a une mission qui m'a pas mal marqué parce que j'étais en coordination pas mal avec les avions bombardiers, qu'on appelle Canadair en France, mais qu'ici on appelle un petit peu autrement. On appelle ça les CL, c'est le modèle de l'avion. C'est les citernes, les avions citernes exactement. On est obligé de se coordonner, donc ça prend pas mal de choses. On a un contrôleur aérien qui tourne en avion au-dessus même de cette zone-là et qui va nous aider un peu à tout faire. À ce moment-là, on doit aller faire en sorte qu'il y ait une grosse tour télécom qui ne brûle pas. Okay. Parce qu'évidemment, on a des ordres de priorité dans un feu. C'est sûr que protéger la forêt en est une, mais on va d'abord essayer de protéger les vies humaines. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Puis ensuite, on va essayer de protéger les équipements. Puis après, on va essayer de protéger la forêt. Et là, on avait cette tour qui dominait un petit peu le feu, qui était entourée par les flammes. Et donc, on avait mis en place des systèmes de piscine sur la tour qui balancent par des gicleurs, des systèmes de gicleurs de l'eau tout autour de la tour. Mais à ce moment-là, il fallait quand même aller travailler ça en hélicoptère. Donc moi, j'avais les gros bombardiers d'eau qui travaillaient plus bas dans la vallée à éteindre le plus gros du feu. Puis nous, avec les hélicos autour de ça, à essayer de travailler ça, alors qu'on avait les grosses flammes en contrebas là qui popaient là. Puis c'était assez intéressant à faire. Là, tu dois être concentré. On est concentré dans ces cas-là. Il y a du fun, il y a de la concentration. Quand tu dois rentrer chez toi, tu vas te dire, ouf, là j'ai une grosse journée. Tu sais, c'est quelque chose de marquant. Bah, c'est ça que je te parlais au tout début de l'interview, un petit peu le changement entre mon ancien métier et celui-là, c'est que je me sentais utile d'avoir fait quelque chose de cette journée-là, par exemple. Ah, c'est certain que tu dois te coucher avec le sentiment du devoir accompli. Ouais. Puis là, on parlait un peu de ce que tu as fait avant. Puis maintenant, on va parler donc plus du futur. Tu te le vois comment ton métier de pilote c'est quoi ton rêve? C'est quoi tes prochaines envies sur les 10-15 ans? C'est une bonne question. J'ai beaucoup de collègues qui sont arrêtés exactement ce qu'ils veulent faire. J'ai de la chance dans cette compagnie, on touche quand même à beaucoup de choses. Entre autres, cette année, j'ai fait beaucoup d'élingage. Donc, c'est d'utiliser l'hélicoptère comme une grue finalement. Oh ouais. Ce que j'ai fait pas mal, il y a des gens qui veulent se spécialiser là-dedans. Je sais pas encore si je veux vraiment me spécialiser là-dedans, mais le monde de l'hélico est très riche, il y a beaucoup de choses différentes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent aller sur les plateformes pétrolières, par exemple. C'est des métiers qui les intéressent un peu plus. Moi, je pense un petit peu moins. C'est sûr que j'aimerais bien aussi toucher à des hélicos qui ont plusieurs moteurs. Moi, j'ai beaucoup fait donc des monomoteurs. Sauf qu'il y a certaines missions qui prennent du double moteur. J'aimerais bien essayer un petit peu ça. Malheureusement, on n'en propose pas beaucoup ici, mais peut-être à terme, dans le long terme, ça serait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Puis là, on parle de ton avenir, mais parlons aussi de l'avenir des hélicos. On sait que l'hélico, comme les avions, c'est des industries qui sont un peu montrées du doigt sur le réchauffement climatique. Oui, parfaitement à juste titre. Est-ce que tu penses, toi, justement, qu'à un moment donné, toutes ces questions-là, puis tous ces enjeux de société vont peut-être venir influer sur votre métier? Peut-être, je sais pas, des hélicos électriques, peut-être, on sait pas. Oui, alors c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. C'est vraiment une passion que j'ai en plus, que ce soit moi côté technologie, énergie, écologie, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Électrique, on n'y est pas tout de suite. Il faudrait une amélioration à peu près d'un facteur x5, x10 avant que les hélicoptères électriques fonctionnent. Et c'est vraiment pas pour tout de suite. On a amélioré ces derniers temps. Là, ça y est, on commence à avoir de l'aviation de courte portée et de moyenne portée qui peuvent commencer à être envisageables en électrique. En hélicoptère, pas du tout. Ça consomme vraiment beaucoup plus d'énergie, pardon. Donc, l'électrique dans l'hélicoptère, c'est pas pour tout de suite. Ce qui peut arriver beaucoup plus rapidement dans l'hélicoptère, c'est d'utiliser du fuel, respectueux de l'environnement. On appelle ça les SAF, Sustainable Aviation Fuel. Donc c'est en fait, au lieu d'utiliser du fossile, c'est utiliser de la matière végétale. Ça fonctionne. C'est encore en phase de test. Les certifications sont très lentes en aviation parce que évidemment on veut faire attention à que ça fonctionne bien. Le problème évidemment, c'est que c'est comme tout en écologie, ça a des downsides. C'est que, évidemment, on fait de concurrence à autre chose. Si tu plantes du maïs pour faire de l'aviation d'hélico, pour faire du fuel d'hélico, tu le fais pas pour nourrir ta population. Donc, comme on va être confronté à ce genre de problème dans le futur, évidemment, ça va être des débats de société où le monde civil va devoir trancher effectivement c'est quoi la priorité. Ouais, c'est un peu comme l'histoire du bœuf et du soja. Les gens veulent qu'on arrête de manger de la viande. Ils veulent remplacer par du soja qui est en train de ravager qui devient une monoculture par exemple au Brésil. Mais c'est sûr que si on vous enlevez quelque chose
le remplacer par autre chose qui pollue finalement plus, Ouais. c'est pas vrai. Ah non, effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire attention effectivement à tout ça, c'est pas évident. Moi, je me console un petit peu, l'hélicoptère a quand même ce côté pratique qui le rend un petit peu indispensable à certaines missions. Entre autres, au Québec, on l'utilise beaucoup pour l'électricité, puis ici, on produit l'électricité très peu carbonée. Donc, une des empreintes carbone de l'électricité ici, c'est justement le fait qu'on doit utiliser encore un peu d'aviation. Mais donc, ça me réconforte aussi un peu de savoir que je sers à produire l'électricité finalement bas carbone. Même quand je faisais du touristique, je veux dire, les gens se rendent pas très compte du paysage et de la fragilité de certains paysages. Et le fait de les monter dans les airs et d'observer ce qu'ils ont en face d'eux, ça fait prendre une certaine conscience. Ça, c'est aussi une petite chose qui me réconforte. Puis évidemment, lutter contre les feux de forêt. C'est chiant de cramer du pétrole pour aller lutter contre les feux de forêt, parce qu'on se dit qu'on participe un petit peu au problème, mais on en a besoin. On peut pas s'en passer. Puis justement, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu sais, je sais pas ce que fait ton entreprise pour ça, mais est-ce que tu penses que les gouvernements vont peut-être demander aussi qu'il y ait une compensation écologique derrière? Est-ce que tu sais que Je te dirais ça pourrait, mais moi qui suis un passionné d'écologie, aujourd'hui la compensation c'est une blague, c'est marketing, ça n'existe pas. On est d'accord. L'objectif principal de l'écologie, c'est d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Donc arrêter de puiser dans le sol du charbon, du pétrole, du gaz pour le mettre dans l'atmosphère. Ça faut l'arrêter définitivement. C'est le début de tout. Tant qu'on comprend pas ça, de toute façon, vous avez beau compenser par ce que vous voulez. C'est un très grand truc que j'ai toujours trouvé en écologie. Excuse-moi, je digresse un peu. C'est que les gens se rendent pas trop compte des ordres de grandeur que ça prend. Et entre autres, les petites compensations qu'il y a compensent absolument pas, même si on déploie ça de manière massive, ce qu'on pompe dans le sol pour mettre dans l'atmosphère. Ouais, mais tu parlais de compensation. Mais on parlait de compensation écologique. Ouais. Mais il y a un scandale qui est arrivé en France là, qui a été mis à jour où les gens rasaient des forêts d'arbres. Pour mettre des panneaux électriques? Non, d'arbres mûrs. Puis pour compenser, ils disaient qu'ils replantaient. Ah oui. Mais ils replantaient n'importe comment. Il y avait à peine 10% qui arrivaient à survivre. Puis c'était juste une vaste blague. Mais ça, c'était autre chose. Mais on va parler aussi de quelque chose qui commence à arriver de plus en plus, que ce soit, moi je l'ai plus vu du côté militaire, bon on le voit avec l'Ukraine aussi, c'est l'arrivée des drones. L'arrivée, tu sais, on voit que maintenant ils arrivent à porter une personne avec. Est-ce que toi tu le vois comme quelque chose, comme un concurrent ou comme un ami, comment tu vois ça? Il y a déjà eu un petit peu cette peur-là en hélico, mais qu'on a déjà finalement passé. C'était quand les drones sont venus remplacer les hélicoptères pour faire les prises de vue de cinéma, qui était une grosse job dans l'hélico, pour faire des prises de vue. Et en fait, on s'est rendu compte que ça prenait pas la place de l'hélico, c'était complémentaire. C'est-à-dire que des gens qui utilisent les drones, de toute façon, avaient pas les moyens d'utiliser un hélicoptère. Et quand tu as besoin d'un hélico, c'est pour faire certains types de plans que de toute façon, tu peux pas faire en drone. Donc, finalement, ça s'est ajouté. Donc, ça a pas remplacé, ça s'est ajouté. Ensuite, la deuxième chose, c'est que à partir du moment où tu continues à transporter des passagers et à faire certaines choses où il faut avoir quelqu'un de responsable, ça prendra toujours un pilote. Donc là aussi, les drones où il va y avoir 4 passagers tout seuls et pas de pilote, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment pas pour tout de suite. Donc même à 20 ou 30 ans, je vois pas de pilote d'hélicoptère se faire remplacer par des drones finalement. Non, c'est surtout que dans l'armée, oui, on le voit que de plus en plus, tu sais, c'est quelque chose qui est utilisé. Même dans l'armée, je te dirais, parce que ce qui est drone d'attaque, finalement, les avions sont beaucoup plus intéressants à utiliser. Les drones d'hélico, ça a certains intérêts. L'armée française a un petit drone, d'ailleurs, hélico, qui fonctionne pas mal, mais ça remplace pas les missions dans lesquelles tu as besoin d'avoir des gens de toute façon dans l'hélico. Donc, je pense pas que ça va vraiment prendre, ça va aller en plus, ça va s'ajouter, mais ça va pas vraiment grignoter ou en prendre. Je vois que le temps avance, on va essayer de passer aussi vite fait sur l'arbitrage. Oui, parce que c'est là où nous, on s'est rencontrés. Ouais, il y a vraiment, sans transition, comme disait à l'époque Patrick Poivre d'Arvor. Je voudrais qu'on en parle un peu parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de toi. Parce que nous, c'est là où on s'est rencontrés. Donc, toi, t'étais arbitre, moi, j'étais joueur. Tu m'as bien détesté ces premières fois là, ou ça allait? Non, moi, tu le sais, je te l'ai toujours dit que sur le moment, je t'avais détesté. Mais justement, c'est là où après, maintenant que tu m'as formé en tant qu'arbitre, donc c'est là où on voit l'autre côté, l'envers du décor. Mais justement, ça a été une passion pour toi dans toute ta vie. T'as arbitré en France, très jeune, t'es formé en France. T'es parti après t'arbitrer en Australie, au Québec. Qu'est-ce qui te donne l'envie d'arbitrer justement? Très rapidement, quand je veux commencer à jouer plus sérieusement au rugby, on me propose l'arbitrage. C'est comme ça que ça se passe dans le club dans lequel je vais. Et je découvre quelque chose que je connaissais pas vraiment avant. Où le rugby est un sport vraiment chouette en termes
faut analyser ce qui se passe en termes de stratégie. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur un terrain. En termes de règles, les règles sont compliquées. Il y a beaucoup de choses. Et apprendre ça, aller décortiquer ça, c'est quelque chose qui vraiment déjà m'intéresse très fortement. L'arbitrage du rugby a cette espèce de luxe qu'ont pas beaucoup d'autres sports en termes d'arbitrage, je veux dire, c'est que on se sent un petit peu maître d'orchestre quand t'es arbitre au rugby. Je dis souvent que au foot, en vrai, si les joueurs étaient vraiment fair-play, il y aurait même pas besoin d'arbitre. D'ailleurs, régulièrement, quand tu joues à bas niveau, il y a pas forcément t'es capable de jouer, de prendre un ballon et de jouer. Ouais. Jouer sans arbitre au rugby, c'est compliqué parce que il y a la fatigue, parce qu'il y a vraiment des erreurs de bonne foi. Et l'arbitre est là un petit peu pour réguler le jeu. Il est pas, je trouve que le mot policier s'applique pas vraiment à l'arbitrage au rugby. On est vraiment là pour faciliter le jeu. Donc, quand tu sors un arbitrage qui est bon, en face de toi, quand bien même t'as pas les meilleures équipes du monde, tu vas avoir du rugby qui est chouette. Tu vas avoir des équipes qui ont pu développer qui ont pu montrer leur jeu, qui ont pu se faire plaisir sur le terrain. Et ce côté-là de l'arbitrage est vraiment très cool et je le découvre vraiment tôt à ce moment-là. Donc finalement, je me mets à plus jouer du tout, puis à plus qu'arbitrer. Puis justement, est-ce que pour faire un parallèle entre ton métier de pilote puis ta passion de l'arbitrage, est-ce que tu vois qu'il y a des similitudes? Est-ce que l'un apporte à l'autre? Ah oui, partout, oui, partout. Même dans mon ancien métier d'informaticien ou quand je faisais de l'animation, il y a tellement de choses qui se recoupent. Une manière de former, d'apprendre. Le rugby, quand bien même, moi, ça fait maintenant, je sais pas, 15 ans que j'arbitre. J'apprends encore des choses en permanence. Et surtout, il faut être capable d'aller chercher les bonnes informations pour pouvoir les mettre en place. Ça, c'est des choses qu'on retrouve absolument tout le temps dans l'hélicoptère aussi. C'est encore plus sévère dans l'hélicoptère parce qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur, là, vraiment, dans l'hélico. Mais par contre, en vrai, il y a moins de décisions à prendre dans l'hélico que sur un terrain de rugby. Je sais pas si on t'a déjà sorti des statistiques. C'est des centaines de décisions qu'il faut prendre pendant un match. Donc, c'est normal de se tromper de temps en temps. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle, ouais. Entre autres, cette espèce de discipline de vérifier les informations que tu reçois, prendre les bonnes décisions, de faire jouer les facteurs humains. Les facteurs humains sont très importants en hélicoptère, mais ils sont très importants aussi dans l'arbitrage. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui se recoupent. Puis justement, tu as arbitré sur 3 continents. Ouais. Quelles est les différences entre justement l'Europe, l'hémisphère sud, puis plus l'Amérique du Nord? C'est sûr que les organisations sont différentes dans les 3 endroits. Les types de joueurs sont un petit peu différents. Les joueurs australiens se rapprochent quand même pas mal plus des joueurs québécois. Les joueurs français sont très différents pour le coup. La bagarre. Ouais, un peu plus la bagarre, la parlotte. Ça aime bien parler les Français là. Puis souvent les Français, ça pense qu'ils savent tout. Là. Ils ont jamais ouvert le bouquin de règles de leur vie, mais ils connaissent toutes les règles par cœur. Là. Ouais, souvent ici, tu le vois au Québec quand t'arbitres, puis parce qu'on sait que du côté de Montréal, même à Québec, il y a énormément de joueurs français. Tu peux le voir la différence entre un joueur français puis un joueur québécois. Tu le vois tout de suite. Par contre, un joueur français qui parle, souvent c'est pas, même si c'est dit avec un petit peu de comment dire d'énergie, c'est souvent pas forcément méchant. Quand t'es rendu à un joueur, j'allais dire plutôt québécois ou australien qui te parle, là c'est c'est qu'il se passe quelque chose. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas, pour l'instant ça m'est pas encore arrivé. Il y a que les Français qui étaient castrés. En vrai, ça se passe bien dans tous les endroits. Ça se passe bien. Là. Puis justement, on le voit de plus en plus là, toutes les polémiques qu'il y a autour. Je trouve un peu la démystification un peu de l'arbitrage, la démystification aussi de l'arbitre. Je trouve que c'est l'outil principal. Comment toi tu le ressens? Parce que on le voit qu'il y a de plus en plus aussi de même les coachs maintenant, se permettent de critiquer aux conférences de presse. Est-ce que tu sens qu'il y a justement un peu ce respect qui est parti? Alors, oui et non. Je dirais qu'il y a une exigence plus forte que les années précédentes. Une exigence qui est probablement assez justifiée, parce qu'on en demande aussi beaucoup plus aux joueurs, mais on a aussi beaucoup plus d'arbitres professionnels et on demande aussi aux arbitres d'être mieux formés, ce qui pour moi fait un peu de sens. Il y a certaines, effectivement, discussions sur lesquelles je trouve que faudrait mieux se taire puis utiliser les moyens internes. Mais le rugby et surtout le monde rugbystique est des fois un petit peu comment dire, conservateur, c'est pas le bon terme, mais des fois t'es un petit peu dur à enclencher sur certaines choses. Et le fait d'exposer les choses sur la place publique peut aider un petit peu à ça. Quand un très grand joueur se permet de critiquer un petit peu, ça me dérange pas. Tant qu'évidemment c'est pas personnel. Non. Quand Antoine Dupont dit ouais là je trouve que j'ai pas été d'accord avec cette décision, je peux t'assurer que tous les arbitres qui ont arbitré Antoine Dupont, ils se disent ah ouais merde il y avait peut-être quelque chose. Ouais, oui c'est sûr, mais je parlais plus, c'est ça, on parle plus du côté professionnel, mais je parlais plus au niveau amateur, où on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se permettent soit de insulter, soit même des agressions physiques maintenant qui commencent. Parce que nous, on est plus des arbitres, on va dire, amateurs ou
sais, toi, t'arbitres un peu plus haut niveau que moi, mais est-ce que, tu sais, on le je vais ressent te même ici dire, où il s'est passé des choses au Québec? Ouais, je vais te dire que moi, paradoxalement, je trouve que ça se passe mieux aujourd'hui. Ah ouais? C'est-à-dire que quand on a un acte grave, aujourd'hui, on a des actes plus graves qu'auparavant, mais de manière générale, on a moins d'actes. Ah C'est-à-dire que comme la communauté du rugby, je la trouve un peu mieux formée, que ce soit les joueurs ou les coachs, les gens de manière générale se permettent moins de se dire. Mais de temps en temps, t'en as un, quand il se permet de faire quelque chose, il le fait beaucoup plus brusquement et beaucoup plus violemment. Donc, il y a une protection supplémentaire à aller chercher parce qu'effectivement, il s'est passé des choses au Québec l'année dernière en particulier, complètement inacceptables. Mais dans le même temps, je trouve qu'il y a un respect de l'arbitre qui demeure plus fort aujourd'hui que quand je suis arrivé il y a 10 ans. Puis, ah ouais, tu trouves que ça a évolué? C'est juste que j'essayais d'enchaîner, mais ça me surprend tellement ce que tu Ouais, tout à fait, mais c'est aussi des histoires un peu de perception, c'est difficile parce qu'on ne mesure pas très bien. Moi, c'est aussi la perception que j'ai sur mes terrains ou des personnes que je forme ou des personnes que je suis, mais c'est pas forcément l'exactitude de ce qui se passe parce que j'ai pas fait une étude sur tous les matchs qui se passent au Canada. Ressenti, c'est sûr, mais c'est que je trouve ici, là, ça c'est, on se fait plus comme un petit talk entre nous, mais c'est parce que là, je me rends compte en le disant, c'est que j'ai l'impression aussi que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont progressé, donc les jeunes, les joueurs et les joueuses sont là plus tôt, donc ils sont plus compétents. Les entraîneurs, c'est souvent des anciens joueurs, donc ce qui fait qu'on commence à avoir des coachs qui sont plus formés. Absolument. Puis justement, j'ai l'impression des fois que, je sais que vous travaillez fort à Rugby Québec puis à l'arbitrage pour justement essayer d'améliorer ça. Puis c'est peut-être ça qui fait que des fois, tu sais, je trouvais que l'arbitrage je suivais pas trop quand j'étais joueur en tout cas. Mais c'était surprenant. Je pensais, tu vois, justement que il y avait plus d'actes que quand moi je suis arrivé il y a 8 ans maintenant. Puis je trouvais qu'il y avait plus je trouvais que c'était plus calme il y a 8 ans. Puis finalement, tu me dis que non, mais... J'imagine ça dépend aussi un petit peu des secteurs, des niveaux, etc. Mais c'est vrai que j'ai vu sur les petits niveaux des joueurs qui se permettaient de dire des choses. Ils savaient qu'ils comprenaient pas grand-chose de rugby, mais qui se permettaient quand même de dire des choses qui aujourd'hui se permettent moins parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas forcément la compétence pour. Je trouve que on est un petit peu mieux de ce côté-là, un peu plus de calme aussi dans le sens où je trouve que les gens sentaient beaucoup d'enjeux. En particulier, il y a une quinzaine d'années quand j'étais en France, même si c'était des petits niveaux, pour eux, gagner le match, c'était comme s'ils gagnaient la Coupe du Monde. Là. Je trouve que ici, sauf certains niveaux, genre en Super League, qui est notre plus haut niveau ici, je trouve que les gens sont moins comme ça. Ils savent très bien que s'ils perdent la game, c'est pas la fin du monde et qu'ils sont d'abord là pour le plaisir du jeu. Après, pour faire un petit parallèle, pour que les gens comprennent, c'est ceux qui vont écouter en France. Super League, c'est Fédéral 3. Fédéral 3, ça dépend des joueurs, puis ça dépend aussi si on parle garçons ou filles, parce que les filles peuvent atteindre un meilleur niveau ici, là. Donc je te dirais la Fédérale 2-3 garçons, c'est physiquement Fédéral 2. Ça c'est quand même impressionnant. C'est ça, effectivement. Puis justement ici, il y a quand même beaucoup de voyages à faire. Tu sais, toi, t'as quand même pas mal voyagé. Oui, la province est grande, hein. Et puis t'as fait aussi les États-Unis. Il y a plein de tournois. Par exemple, je sais que Emma l'année dernière, elle a arbitré à Grenade. Elle a fait aussi dans les Antilles. C'est quoi, toi, tes plus beaux souvenirs ici? Moi, j'en ai quand même pas mal. Récemment, c'est sûr que je sors du tournoi universitaire masculin, qui est un peu notre compétition organisée, la plus grosse compétition organisée qu'on ait ici, et qui était très agréable, où j'ai pu côtoyer aussi des arbitres d'encore meilleur niveau, qui ont pu apprendre beaucoup de choses, là, avec vraiment du jeu, avec du haut niveau de jeu aussi, qui était très agréable à voir. Mais j'ai des expériences, même en Beauce, à aller, non, je dirais même plus loin que ça, au lac Brome avec des équipes de développement où j'ai eu des gens en face de moi qui vraiment adoraient le rugby dans des endroits en plus très jolis, là, où j'ai eu des très bonnes expériences. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller sur des expériences à l'étranger pour vraiment vivre des belles choses, là. Même dans le coin, il y a des matchs où honnêtement on s'ennuie, il faut pas exagérer, là, c'est pas toujours fou. Mais tu peux trouver du plaisir à des endroits que tu te douterais même pas. C'est sûr que, mais ici il y a vraiment des terrains avec des beaux paysages. Tu vas à Villeneuve, à Saint-Georges, pardon. À Saint-Georges, en Beauce, le terrain donne sur toute la ville. C'est quand même magnifique. Puis il y a quand même des beaux endroits. Il faut aimer le stabiliser aussi. Ça, c'est un autre problème. Les terrains synthétiques, c'est un autre sujet. Ça, c'est sûr. C'est incroyable. Ça fait mal. Mais bref. Ça fait mal. Et puis, je te dirais que moi, en tant qu'arbitre, j'aime pas trop non plus. Moi, courir, ça va, c'est très agréable. Mais une des choses que j'aime pas en tant qu'arbitre, évidemment, c'est les blessures. Puis on travaille très fort pour éviter les blessures. Et je trouve qu'il y a des blessures pas très agréables qui se passent sur synthétique, qui se passent pas sur gazon. Puis justement, comment tu vois l'évolution? Parce qu'on voit que le World Rugby fait un gros travail sur les règles pour essayer de protéger le joueur.
Est-ce que tu trouves que ça va être un peu un sport plus sécuritaire dans les années à venir ou tu penses, parce que c'est vraiment ça qui fait peur C'est un aux équilibre parents, qui est puis super difficile à trouver. Moi, je suis bien content de pas être à la tête de World Rugby pour devoir me creuser la tête là-dessus, parce que ça reste un sport de contact. Il y aura toujours un risque inhérent, et le but, c'est qu'il y en ait un. C'est aussi pour ça que c'est fun le rugby. C'est que il y a vraiment des gens qui se rentrent dedans, là. Tu peux pas éliminer tous les risques, mais en même temps, effectivement, le but, c'est que le sport reste ouvert et qu'il y ait plus de gens qui aillent dedans. Donc moi, il y a une nuance qui est, je trouve, très difficile à trouver. Est-ce qu'on prend toujours la même direction? L'intérêt au rugby, c'est qu'on essaye des choses. On essaye plein de choses. Si ça marche pas, régulièrement, on est capable de faire marche arrière aussi. Donc essayer des nouvelles choses, ça me dérange pas. Attention à pas le rendre trop, effectivement, comment dire ça, naphtaliné, je sais même pas le bon terme. trop aseptisé. Ouais, trop aseptisé, c'est plutôt le bon Trop terme. aseptisé, ouais. C'est vers ça que les vieux s'en plaignent, puis Ouais. les jeunes sont contents. C'est un peu le. Oui, et puis il y a des choses qui se passaient il y a 10 ans honnêtement qui étaient inacceptables, puis il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne le sont pas trop aussi. Il y a des choses qu'on peut regretter du vieux rugby qu'on regrette plus aujourd'hui et vice versa. Moi, je regrette encore les vieilles mêlées. Alors oui, les mêlées sont beaucoup plus safe aujourd'hui. Mais entre autres, elles sont devenues plus dangereuses parce que les poids des joueurs se sont augmentés, elles l'étaient moins aussi avant. Mais je regrette le temps des mêlées spontanées qui bougeaient. Aujourd'hui, les mêlées spontanées bougent plus, ou des mêlées qui étaient capables de faire 10 mètres et d'aller planter un essai. Ça, c'est agréable aussi. Puis on a plus ça aujourd'hui. Ah ouais, même parce que ici là, c'est World Rugby, donc c'est poussé illimité. Ouais, c'est poussé limité, mais ça se voit plus des mêlées qui font 10 mètres. Ouais, ça se relève. Ouais, c'est ça, c'est sifflé avant, là. C'est bon. Bon, ben je te remercie. J'espère qu'on a appris un peu plus sur le métier de pilote d'hélico, puis un peu sur l'arbitrage. Oui. C'est vraiment important. Pensez à vous abonner. Nous, on va continuer nos vidéos. On va recevoir du beau monde. On a réussi à avoir du beau monde, donc c'est important. Abonnez si vous êtes content de notre contenu. Partagez-le. Puis on se revoit bientôt dans Rêve sans frontières.